Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de Culture Compliance. Aujourd'hui, avec Laurent Luce, nous abordons le sujet du screening et de la gestion des faux positifs. Salut Gérard. Salut Laurent. Alors Laurent, pourquoi finalement avoir recours au screening et cette espèce de système de criblage en fait? Tu as tout à fait raison Gérard, c'est la deuxième étape d'une due diligence après l'enrichissement. On parle à la fois du screening ou de criblage, c'est exactement la même étape. Alors pourquoi elle est importante? Elle est obligatoire. Les entreprises assujetties aux lois internationales du type AML5, 5e directive, ou la loi française anticorruption Sapin 2, doivent opérer le screening, le criblage, sur leurs tiers. Alors justement Laurent, tu parles des assujettis, quels sont les enjeux de ces entreprises? Il y en a plusieurs. D'abord, je le disais, identifier l'honorabilité de leurs tiers, que ce soit leur portefeuille de tiers actuels, fournisseurs, clients, ou évidemment tous les tiers avec qui ils vont entrer en relation. Il y a un enjeu également en termes de respecter la loi, c'est clair, également un enjeu de volume des données. Le screening, le criblage va brasser un volume important, c'est un enjeu important. Et puis, il y a un enjeu qui est primordial, c'est afficher sur le marché que les entreprises assujetties procèdent à cette étape pour rassurer leurs fournisseurs, rassurer leurs investisseurs, leurs clients, que ces entreprises mettent en place cette opération de screening ou de criblage. D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe le screening? On va imaginer un tamis, d'accord, dans lequel on va insérer dans ce tamis à la fois la personne morale et même l'arbre capitalistique de cette personne morale, ça dépend des lois locales, et les personnes physiques, bénéficiaires effectifs, dirigeants, personnes ayant mandat. On les met dans un tamis qui va screener, cribler ces tiers sur 3 critères. Les sanctions internationales, très importantes, il y a à peu près 1200, 1500 listes de sanctions aujourd'hui sur le marché. Les personnes exposées politiquement et les personnes associées. Donc en fin de compte, on va identifier si les personnes physiques ont un mandat politique ou si elles sont en lien avec une personne politiquement exposée. Et puis la presse négative qui donne un écho plus ou moins faible sur les articles de presse qui vont évoquer la personne morale ou la personne physique avec des articles donc négatifs, corruption, blanchiment d'argent, financement du terrorisme, marché de l'art, etc. Alors face à ces résultats, comment on les optimise, comment on les traite? Le point de vigilance est ici, puisque plus les mailles du tamis sont larges, plus des informations vont arriver à l'issue du screening, avec une liste de hits, une liste de remontées d'informations qui peut être conséquente. Je donne 2 exemples. Si par exemple sur les listes de sanctions, on prend l'ensemble des listes de sanctions, ça peut être très large. Sur la presse négative, où il y a à peu près 3-4 catégories de presse négative, on va remonter des hits de manière importante, ce qu'on appelle la gestion des faux positifs. Et aujourd'hui, cette gestion des faux positifs, elle est manuelle, elle est impérativement faite par les assujettis. Et lorsqu'on est sur le secteur banque et assurance, qui ont une histoire déjà construite avec les lois anticorruption, des équipes sont dédiées à la gestion des faux positifs. Sur l'anticorruption, c'est moins le cas, on le voit sur les projets que nous gérons, où là, les équipes ne sont pas forcément extensibles, et la masse de faux positifs à gérer peut faire peur aux clients. Et néanmoins, il faut le faire, puisque tant que cette phase n'est pas faite, le score de conformité, le rapport de conformité n'est pas bon, puisque très concrètement, un faux positif est un homonyme. Donc on peut se tromper de personne physique ou morale, et puis prendre une décision basée sur une information qui est fausse. Donc la gestion des faux positifs, elle va consister à dire est-ce que le tiers que j'ai sous les yeux, c'est le bon ou pas. Donc ça peut être conséquent, massif. Heureusement, il existe plein de solutions pour ça. D'abord, la comparaison des bases de données, c'est notre métier chez Altares, avec des données très très simples. Date de naissance, lieu de naissance, pays de résidence, etc. Le genre, évidemment, l'orthographe plus ou moins précise du nom, d'accord? La gestion aussi des surnoms, des alias, tant pour les entités morales que pour les personnes physiques. Donc, quelques paramètres qui vont permettre, en fin de compte, d'automatiser la gestion des faux positifs. Un bon système automatise entre 80 et 90% des faux positifs. C'est énorme, puisque on peut arriver avec des lignes de 5, 10, 15 lignes par tiers, qu'il faut checker une par une, très concrètement. Là, en réduisant ce volume de 9 sur 10, on allège
fortement le métier des analystes, on respecte néanmoins les consignes des différents régulateurs et on a un processus de due diligence qui est fortement accéléré. Merci Laurent. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'il vous a éclairé sur le sujet screening et gestion des faux positifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Compliance. Merci.